Un entrepreneur qui est pas riche, c'est un entrepreneur qui s'est gaufré. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai racheté la plus grosse société au monde? On gagne le match du PSG 3 jours après, mais on se demande encore comment. Ils ont fracassé les pattes. Adidas, ça faisait 10 ans que c'était à vendre. Personne n'arrive à l'acheter parce que... Stéphane Tapie, vous venez d'être condamné. Ouais. Mais si vous répondez à toutes mes questions, vous repartirez libre. Première épreuve, la minute guillotine. Stop. Porter le nom Tapie peut être un atout dans la vie. Bien sûr. Vrai ou faux, la télévision française est en déclin. Grave. Vrai ou faux, la politique est encore plus pourrie que ce que l'on imagine. Elle n'est pas pourrie, elle est naze. Nous ne naissons pas entrepreneurs, nous le devenons. Oui, par la force des choses, bien sûr. Vrai ou faux, l'OM n'a jamais été aussi forte que lorsque Bernard Tapie est à sa tête. C'est pas bien le contraire. Vrai ou faux, le foot français brille moins aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a moins d'équipes qui sont capables de briller, voilà. Vrai ou faux, le retour de Tapie à la mairie de Marseille est possible. Elle est marrante celle-là. C'est possible. Vrai ou faux, entreprendre en 2025 est plus facile que dans les années 80. Non. Vrai ou faux, la France est devenue un pays de droite. Non, elle a toujours été. Vrai ou faux, l'ascenseur social fonctionne toujours en France. Ah non, c'est fini. Vrai ou faux, gagner la Ligue des Champions avec l'OM est la plus grande victoire de la vie de Bernard Tapie. Non. Ok. Merci en tout cas pour ces réponses. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième partie, les questions du condamné. La première question, c'est quel est le plus gros mensonge que certains Français croient au sujet de Bernard Tapie? Ah, qui leur a volé 400 millions. Ok. Ça, ils ont toujours enfin, il y en a beaucoup qui sont persuadés que c'est 400 millions qu'il a pris à l'État. Non, c'est 400 millions que l'État lui avait volé. Il lui avait volé beaucoup plus à l'époque. Donc voilà, ça c'est le plus gros mensonge. Mensonge. Ok. Deuxième question, est-ce que vous pourriez, si aucune candidature ne vous satisfait, vous présenter à la mairie de Marseille un jour? Bien sûr. Est-ce qu'il y aura un contexte favorable à ça ou quelque chose qui pourrait être le déclic ou... Bah si Delogu est en passe de gagner, j'y vais, face à lui, ouais. Troisième question, pour vous, est-ce que la politique a été la plus grande erreur dans la carrière de Bernard Tapie? Non, ça n'a pas été sa plus grande erreur, ça a été son plus gros échec. Une erreur, c'est quoi? C'est j'y vais et je fais rien. Non, l'erreur, ça a été je dis trop que j'y vais, et puis avant de gagner, ils lui ont fracassé les pattes. Parce que quand il a dit j'y vais, il était dans les sondages très haut. Et là, c'est à ce moment-là où la droite et la gauche ont un pouvoir incroyable, c'est de savoir se réunir pour pouvoir tuer ceux qui peuvent éventuellement lui piquer sa place. Oui, déranger. Voilà. Donc c'est les seuls moments où la droite et la gauche arrivent à s'entendre. C'est quand quelqu'un de l'extérieur à leur milieu vient potentiellement les déranger. Ouais. Voilà. Ça a dû faire bizarre quand même de le voir en plus haut, pour eux j'entends. Ils ont dû avoir un petit côté d'amertume, peut-être des grandes écoles ou peut-être ce complexe de se dire... en plus il fait mieux le job qu'eux, donc c'est... Pour eux c'était infect de voir ce type arriver des bas-fonds, potentiellement devenir président. Non mais ça va pas ou quoi? Dans quel état? Complètement. Et ouais, non, c'était d'ailleurs plus dur pour la gauche. La gauche a été beaucoup plus dure avec lui que la droite. C'est vrai. Quatrième question, vous avez connu les vacances au camping et la vie de luxe avec Bernard Tapie évidemment. Pour vous, est-ce que l'argent fait le bonheur? J'ai fait mes 12 premières années, comme tu viens de le dire, au camping. J'étais le plus heureux du monde. Oui, le luxe, c'est le bonheur si tu as tes potes avec toi. Si tu te lèves et tu es dans ton beau salon avec une belle vue, mais que tu n'as personne autour de toi, non, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, ça permet de faire venir tes potes qui n'ont pas de thunes c'est vrai. sur le bateau de luxe et de leur faire profiter des belles vacances. Ouais. Cinquième question, si vous ne pouviez garder qu'une seule anecdote avec votre père, ce serait laquelle? Je ne peux pas regarder qu'une. Il y en a une qui m'a énormément marqué, qui le définit beaucoup. C'est quand il finit de racheter Adidas, parce qu'il faut comprendre quand même le parcours. Adidas, ça faisait 10 ans que c'était à vendre. Personne n'arrivait à l'acheter parce que quand le père Kessler est mort, le fondateur d'Adidas, il a laissé ça à ses filles. Et les filles étaient mariées, chacune avec des mecs qui travaillaient pour Adidas. Et elles se sont fait la guerre pendant des années. Donc la seule possibilité de pouvoir racheter Adidas, c'était de réussir à réunir enfin les sœurs. Chose qu'il a réussi à faire, parce que plein d'autres avaient échoué. Quand tu t'achètes la plus grosse, parce qu'à l'époque c'est la plus grosse société du monde, et le lendemain où c'est officialisé, c'est-à-dire ça passe par la bourse, toutes les bourses officialisent le rachat, et il est assis en face de moi et il dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Je sais pas, il kiffe un peu, il me dit « Non mais moi je suis pas vendeur de basket, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai racheté la plus grosse société au monde ?» Et ça m'avait marqué parce que
Je me suis dit, en fait, finalement, sa quête à lui, c'est d'aller toujours vers, tu sais, l'inaccessible étoile, comme disait Jacques Brel. Ouais. Et c'est ça. Et ça le définit réellement tel qu'il était. C'est un état d'esprit, c'est vraiment une mentalité, quoi. Ouais, c'est d'aller chercher ce que personne ne pouvait aller chercher. Voilà. Compétiteur. Ouais, compétiteur. Ça, je vais gagner le Tour de France avec Hinault, alors qu'à l'époque où il lui propose, il est dans le plâtre. Il lui dit, viens, on va gagner le Tour de France. Il lui dit, quand même, tu sais que j'ai 50% de chance de ne pas pouvoir remonter sur un vélo. Et il lui dit, mais mon pote, si j'avais toute ma vie eu 50%, qu'est-ce que j'aurais été heureux. C'est vrai. Donc voilà, c'était faire des choses que tu te dis, c'est un malade, il n'y a que lui qui pourrait croire. Quand tu reprends l'OM en 87 et que tu vois l'état dans lequel il est, et tu dis, et ton obsession à chaque interview, c'est je gagnerai la Ligue des Champions. Ça va, on a compris. C'est pas parce que tu vas le dire 10 fois que ça va arriver. Mais c'était obsessionnel. Ouais. C'est d'aller chercher quelque chose que personne n'avait fait. Voilà. Moi, je suis un grand admirateur, hein, pour être honnête. Et c'est une mentalité, c'est quelque chose qu'il arrive à transmettre comme ça aux jeunes. Moi, je le dis, en tant que jeune, c'est quelque chose de grand. Tu vois, quand tu reprends le bateau d'Anacola, le club méditerranéen, il en fait le Fosséa. Et le grand rêve d'Anacola, c'était de traverser, de faire le record de l'Atlantique avec ce bateau. Et comme Alain Colas n'a pas pu le faire, il m'a dit, viens, on va battre le record de l'Atlantique. Pardon. Il me dit, viens, on part de New York et on va battre le record de l'Atlantique. Et on l'a pulvérisé de 6 jours. Le mec, il n'avait jamais fait de bateau de sa vie. Hein. C'est du tapis. Ouais. C'est du tapis. Ouais, complètement. Ouais. 6e question. Vous pensez quoi des entrepreneurs Instagram qui montrent leur richesse sur les réseaux sociaux pour ensuite vendre des formations sur comment devenir riche? Il n'y a aucune formation comment devenir riche. Donc ils peuvent vendre ce qu'ils veulent. Il y a 0 formation comment devenir riche, comment devenir entrepreneur. Chez chacun est entrepreneur avec ses propres qualités. Ouais. Tu sais, c'est comme un vendeur. Moi, j'avais des commerciaux quand je dirigeais la Provence. Il y en avait, ils étaient timides. Il y en avait, ils étaient beaucoup de bagou. Il y en avait, ils étaient un peu grande gueule. Et je leur disais à chaque fois, mais votre personnalité, c'est votre atout. N'essayez pas de devenir un autre. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent peut-être avoir affaire à un vendeur qui est un peu plus timide, un peu plus réservé, un autre avoir un beau gosse un peu avenant, un autre avoir un mec un peu grande gueule. Donc ne changez pas. Soyez vous-même et vous y arriverez. Donc il n'y a pas d'école pour devenir riche. Putain. Votre avis est intéressant sur ça parce que les gens confondent, et ça c'est un peu une perversion actuelle. Bernard Tapie, il adorait dire « j'entreprends, je réussis dans ce que j'entreprends ». Et les gens ont détourné ça actuellement. C'est l'idée de « je montre » pour dire « regardez comment j'ai acquéri ça, je vais vous apprendre à le faire ». Et une idée de « regardez d'où je viens, regardez où je suis et faites la même chose quand on veut, on peut ». Il y a 2 différences dans ça. Ouais, et il y a un message que très peu de gens avaient réellement compris. C'est quelle est la façon de savoir si tu es un bon auteur? C'est gagner le prix Paul Pulitzer. On est d'accord. Quelle est la façon de savoir si un entrepreneur a réussi? C'est qu'il soit riche. Un entrepreneur qui n'est pas riche, c'est un entrepreneur qui s'est gaufré. Voilà. Un auteur qui écrit des pièces ou qui écrit des livres qui ne se vendent pas, il a raté son truc. La mesure de savoir si on a réussi dans l'entrepreneuriat, évidemment, c'est la richesse. Évidemment que c'est la richesse. Mais c'est pas ce à quoi les entrepreneurs courent. Tu vois, ils ne courent pas après ça. Mais en revanche, c'est le moyen de le mesurer, de savoir s'il a réussi ou pas. Voilà. C'est l'Oscar de l'entrepreneur. Oui. C'est ça, complètement. 7e et dernière question. Quand vous avez gagné la première Ligue des Champions de France avec l'OM, à quoi ressemblait le petit déjeuner du lendemain? Alors, le mien, il était un peu confus avec beaucoup de café et 2 croissants. Celui de Basile, il était encore au champagne. Non, tous les joueurs, ils étaient encore ivres-morts. C'est normal. Ils étaient ivres-morts jusqu'à 11h du matin. Et jusque même 2-3 jours encore. Hein. On gagne le match du PSG 3 jours après, mais on se demande encore comment. Ouais. Et le plus fou, et tous les joueurs te répondront la même chose, c'est le retour sur Marseille. Même encore aujourd'hui, c'est vraiment l'image que je vais garder toute ma vie. Tu fais quand même Marignane, le stade Vélodrome, on l'a fait en 3h45, tellement il y avait des gens sur l'autoroute. Les gens étaient sur l'autoroute, descendaient des voitures et tout.
Alors tu mets 20 minutes, tu vois, pour faire Marignane le stade. Hein. On a mis 3h45. C'était affolant de bonheur. Nous, on ne descendait pas les Champs-Élysées. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie pour ces réponses. Je vous propose qu'on passe à la partie 3, l'aveu final. Votre pire embrouille? Avec qui? Oh, de manière générale. Oh, j'en ai pas beaucoup d'embrouilles. Tu sais, moi, si je dois vraiment aller dans l'embrouille, c'est avec des amis, et là, ça me touche vraiment. Le reste, je m'en fous complet. Des embrouilles, j'en ai tous les jours, mais la pire, il n'y en a pas, elles sont toutes... Ouais, c'est des petites embrouillettes comme ça. Ouais, elles sont sans intérêt. Ça dépend de la considération qu'on a de la personne en face aussi, si on... Ça dépend que de ça. Oui, c'est ça, en fait. Ça ne dépend que de ça. Ouais. Parce que tu vas t'embrouiller avec quelqu'un dans la rue, tu le connais ni évidemment, 5 minutes après, tu ne sais même plus ce qui s'est passé. Votre pire message reçu? Fils de sioniste, t'es un sioniste toi-même, on va te brûler les yeux, on va t'ouvrir la gorge. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un truc qui vous a peut-être fait marrer? Parce que bon, il y a... Bon. Vraiment, non. Je te dis, la pire, c'est ça, quoi. Ok. Quand j'ai commencé à parler un peu de la... Mais depuis que je m'attaque un peu à la DZ Mafia, je reçois de plus en plus de ce genre-là, des menaces, mais je m'en fous. Ok. Votre pire dépense? Mais en fait, le pire, c'est par rapport à quoi? C'est combien ça m'a coûté? Non, même pas. Ça peut être une dépense même d'1 €, mais que vous vous dites, putain, pourquoi j'ai acheté ça, quoi? Pire dépense, c'est quand j'ai acheté le livre de Moretti, Dupond-Moretti. Ah bah voilà, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Il était vraiment mauvais? Le livre? Ouais. Ah ouais, vraiment. Et pourquoi vous l'avez acheté alors? Parce que j'essaie de m'intéresser. La curiosité. Et je l'avais trouvé très bon sur scène. Ok. Donc je me suis dit, peut-être très... Bah non, c'est là où Philippe Lelouch est très fort. Votre pire unpopular opinion? C'est une question pas facile. Non, si, ça va être le regard qu'ont les vrais Français vis-à-vis des riches. Il y a tout un jeu entre les politiques et les journalistes qui essaient de toujours opposer les riches et les pauvres. Et franchement, les gens de classe moyenne n'ont aucune aigreur vis-à-vis des riches, n'ont aucune jalousie vis-à-vis des riches, et ils disent tant mieux pour eux s'ils sont riches. Tu vois, je trouve qu'ils se servent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne prend pas aux riches pour donner aux pauvres, ils sont rien, ils sont de la merde. C'est le grand débat de notre société d'aujourd'hui. On essaie toujours d'opposer les gens. Et on essaie beaucoup trop de parler en leur nom. C'est vrai. Et quand on leur donne réellement la parole, on se dit, finalement, ils sont pas si haineux que ça. Et c'est ça, pour moi, l'unpopulaire Opinion. opinion. Pour finir cette partie, votre pire trahison, déception? Mes femmes. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Ok. Bah ouais. C'est tout à fait honnête. Bah écoutez, moi c'est le moment où je me retire à chaque fois de l'émission, parce que sonne pour moi la fin d'interrogatoire. C'est la partie 4, partie finale, le plaidoyer. Ce que j'aimerais qu'on retienne de mon père, très sincèrement, j'aimerais qu'on retienne dans les 2 ou 3 prochains siècles qu'on parle encore de lui. Pour son combat contre les inégalités, tout son parcours, au final, c'est quoi? C'est la démonstration qu'on peut partir de tout en bas et arriver au plus haut du sommet. Et c'est juste ça qu'il a essayé de démontrer tout le long de sa vie. Voilà. Donc, qui servent de moteur, pas d'exemple, parce que personne ne doit être un exemple pour qui que ce soit, mais qui servent de moteur. Voilà, de moteur.